Aujourd'hui, nous allons parler étiquette. Non pas étiquette de vêtements, mais étiquette dans le sens savoir-vivre, savoir-être. Et on va plus précisément avec mon invité Marc Guyot parler de toutes ces règles, de ces conventions, de toutes ces choses qu'il faudrait faire ou ne faudrait pas faire. Vous savez, il y a des grands débats, surtout chez les puristes, j'allais même dire surtout chez certains geeks, qui vraiment s'imposent des règles extrêmement rigides. Et je sais que Marc est un grand connaisseur et un expert en la matière. Eh bien, on a décidé hier de faire une émission spécialement consacrée aux règles d'étiquette. Alors, évidemment, Marc, ce sera l'étiquette selon Marc Guyot. Oui. C'est vraiment ton opinion sur le sujet. Que je m'impose à moi-même. Exactement. Donc c'est quelque chose, mesdames, messieurs, vous savez, si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps, j'ai été parmi les premiers et j'ai beaucoup, fanfaronné sur le sujet et sans arrêt, je me suis appliqué à vous expliquer que selon moi, les règles étaient souvent plutôt des conventions que des règles, parce qu'après tout, on n'allait pas vous mettre en tôle si vous mélangiez des rayures et des carreaux, mais c'était également... mais que c'était également la possibilité pour vous d'affiner votre regard. Et je pense que la première règle que moi, je m'applique à moi-même, c'est d'essayer petit à petit de faire confiance à la propre vision que j'ai de moi-même. Mais donc on va s'amuser. J'ai préparé pour Marc une petite vingtaine de questions sur des choses qui, selon toi, il est bien de faire ou ne pas faire, et on va les commenter au fur et à mesure. Tu es prêt à jouer ce jeu avec nous ? Je suis prêt. Alors, on va commencer par l'un des plus célèbres, évidemment, le fameux No Brown in Town, qui voudrait dire que, notamment au Royaume-Uni, on ne devrait pas porter des chaussures marron après 18 heures en ville. Qu'en penses-tu ? Ça correspondait effectivement à une période où le soir on se changeait et on mettait des vêtements formels. Oui. On parle avant le tuxedo, on parle du frac. Oui. Donc effectivement, pas de chaussures marron après 18h, ça paraissait cohérent. Bon, les temps ont un peu changé depuis. Donc je pense qu'un marron un peu foncé le soir ou un bordeaux, ça posera pas de problème. Ça marchera très très bien. Moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense qu'en plus, l'ère de la patine aujourd'hui, avec tout toutes les nuances qu'on peut apporter, fait que cette règle est un peu obsolète. On peut le dire, mais c'est vrai qu'à une certaine époque, ça correspondait. Les gentlemen avec son domaine à l'extérieur de la ville, il était dans son country house, et puis il se changeait généralement en froc. En frac, pardon. En froc. Un frock coat. Oui, le terme anglais, c'est pour ça, c'est pour ça. Frock coat. Et donc, le soir, évidemment, il se changeait généralement donc en white tie, c'est-à-dire pour dîner en ville. Donc c'est une règle qui, selon moi, est révolue. Alors, un peu obsolète, oui. Allons maintenant sur le grand débat. Sur est-ce qu'il est bien ou pas bien de mélanger des rayures et des carreaux ? Alors non. D'accord. C'est un non ferme et catégorique. Pas de chemise à carreaux avec des cravates à rayures. Oui. Et pas de chemise à carreaux avec des costumes à rayures. D'accord. Pas de chemise à carreaux avec des costumes à rayures, c'est ferme et définitif. Ah, c'est ferme et définitif. On parlait de peine de prison, pourquoi pas. D'accord. D'accord. Alors moi, il m'arrive souvent, ça peut m'arriver de temps en temps de mélanger les motifs. Je le fais de manière extrêmement... prudente. Par contre, j'ai vu que toi, tu mettais les pois, comment on appelle ça ? Polka dot. A fortiori, les pois, ça va avec tout. Oui. Ça va avec une chemise à carreaux si la cravate est un peu sport, parce qu'une chemise à carreaux est un peu plus sport qu'une chemise à rayures, bien évidemment. Oui. Donc une cravate tricot à pois, pourquoi pas. Oui. Une cravate en imprimé, un peu lourde, à pois, pourquoi pas. Une cravate en soie tissée à pois, je la préfère sur une chemise à rayures ou une chemise unie, voire un contrasté col blanc, poignet blanc. Mais ta règle de conduite, c'est on ne mélange pas... Le pois, ça va avec énormément de choses et ça va avec un costume à rayures, le pois. C'est même une merveille. Ah oui. Alors, il n'y a pas de... On dit pois, parce qu'on dit polka dot en anglais, mais on dit pois. Oui, c'est le pois. Petit pois, grand pois, c'est le pois. D'accord. Et donc ça, c'est une excellente information. Moi, je ne suis pas un grand amateur des pois, mais je vais essayer d'en porter plus. Et il y a même la taille intermédiaire de pois. Oui. Qu'on appelle en France le pois Charvet, parce que c'est Charvet qui l'a popularisé à la grande époque. D'accord. Donc, pour se résumer, on ne mélange pas... Carreaux et je ne mélange pas carreaux et rayures, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, moi, je ne le fais pas. Alors, troisième point, alors c'est pas dans l'ordre, mesdames, messieurs, on fait ça un petit peu de manière spontanée. Pas de chaussettes blanches, oui ou non ? Michael Jackson, c'est tout.
C'est le seul qui avait le droit. D'accord. Et nous, non. Ah non. Bon, ok. Alors, vous savez, tu le sais peut-être, il y a tout un groupe de sartorialistes, à Taïwan notamment, qui essayent de retrouver un petit peu. C'est d'ailleurs pas mal ce qu'ils font avec Sonia. Ouais. Tout dépend de la qualité de la chaussette, parce que souvent on pense chaussettes blanches, on pense grosses chaussettes de tennis. Non, eux portent des chaussettes très fines, donc on file des. Oui, non, la chaussette blanche est une chaussette de sport. Exact. Oui, voilà. Bon, enfin bref. Donc pour toi, c'est ferme et définitif. Pour le sport. Pour le sport. Voilà. Alors, chemisette, oui ou non? Non. On remonte les manches. Voilà, on remonte les manches. On remonte les manches, on roule les manches. D'ailleurs, il y a eu tout ce système de liquettes, ce qu'on appelait des liquettes à l'époque, d'été, qui se portent par-dessus le pantalon, qui avait un bouton. On s'est toujours demandé. Je me souviens, un bouton pour. Un bouton, parce qu'en fait, il y a une patte à l'intérieur. On remonte la manche et on l'accroche comme sur une saharienne. D'accord. Les vraies sahariennes à l'époque. D'accord. Polo à manches courtes. Oui. Bah oui. Alors, raconte-nous l'histoire de ce polo, parce que c'est un polo particulier. Alors ça, c'est la marque anglaise Ben Sherman, et qui est une marque comme Fred Perry à l'époque, qui sont des marques qui sont spécifiques du mouvement mods en Angleterre, qui est un mouvement musical, mais pas que. C'était très vestimentaire. Qui était un punk un peu moins destroy, on va dire. Voilà, c'était un after-punk moins destroy. Un peu plus cool, un peu plus romantique dans l'esprit. Mais avec quand même des musiques très rock. The Jam, c'est quand même pas, c'est pas des romances. Et voilà, ce type de polo-là anglais, à motif, que ce soit des grandes rayures ou des petits Vichy, c'est typiquement mods. C'est assez joli. J'avoue que c'est assez joli. Moi, j'en porte pas des polos à manches courtes comme ça, mais j'avoue que c'est plutôt réussi. Alors, le fameux sujet maintenant le débat, est-ce qu'on peut porter des chaussures noires avec un costume bleu, ce qui était la règle d'ailleurs à une certaine époque. Ce qui a été, hélas, parce qu'on n'avait pas le choix, la règle jusque dans les années 90, parce qu'il n'y avait pas d'alternative, et les Italiens se sont mis à porter les costumes bleu marine avec des chaussures marron, voire marron très clair, voire miel. Donc ça, c'est très italien, très caricature italienne, parce qu'en fait, les Italiens d'Italie le font presque pas. C'est presque des gens en France qui font ça en pensant qu'ils sont italiens. Et moi, j'ai toujours dit que quand on portait une chaussure Bordeaux, ou même un Bordeaux Cordovan, avec un costume bleu marine, ça faisait très américain. D'accord. Souvent, les gars de Wall Street avec la cravate jaune pâle et la chemise blanche. Donc, nous, on n'avait pas d'alternative sur un costume habillé bleu marine que de mettre une chaussure noire. L'histoire des patines est arrivée là-dedans. Et donc maintenant qu'on a le choix, pourquoi pas un beau bleu marine, avec un reflet un peu plus foncé au bout, mais une chaussure très patinée bleu marine, dans le bleu du costume, ce sera plus cohérent. Je suis assez d'accord. Moi, je vais même avec costume bleu, avec des chaussures marron patinées relativement foncées, ça marche plutôt bien aussi. Un chocolat, un pain brûlé, ça fonctionne très bien. Donc, la question inversée, c'était est-ce qu'on a le droit de porter des chaussures marron avec un costume bleu? Tu y as répondu. Oui, si on veut faire une caricature d'Italien. Marron foncé, ça passe très bien. Un marron trop clair ou même un peu orangé, un peu cognac, ça devient une caricature. Ça devient une caricature d'Italien parce que les Italiens savent bien mieux le faire que nous. Et on essaie de les imiter, mais on n'y arrive pas toujours. Alors, chaussures sans chaussettes, oui ou non? Mocassin d'été ou type Dockside, sans chaussettes bien évidemment. L'été, au bord de la plage. À contrario, le mocassin, le driving shoe, les Todds pour citer eux, ou Karchou, des gens comme ça, Minnetonka, l'original, porter sans chaussettes, porter avec chaussettes l'hiver, totalement interdit. D'accord. On revient à la peine de prison. Là, c'est sans chaussettes, carrément. Ah, c'est sans chaussettes. Talqué sans chaussettes. Quelle était la marque originale avant Todds? Minnetonka. Minnetonka, qui est une marque américaine, inspirée des Native Americans, donc des Indiens, notamment les Navajos, qui ont monté la chaussure. Le mocassin, comme il est monté à l'heure actuelle, mocassin indien, type Widgeon Bass, ça vient d'un point américain où c'était monté en chaussons. Ah d'accord, d'accord, j'ignorais. Écoutez, on en apprend toujours avec le Todds étant évidemment pas l'original. Évidemment. On apprend toujours beaucoup de choses avec Marc Guillot, qui est une véritable encyclopédie sur le sujet. Il me surprend toujours, ce garçon. C'est pour ça qu'on aime bien l'avoir dans notre émission. Alors, qu'est-ce que tu penses de un costume avec un short? J'en ai fait pour des avocats de Hong Kong. Ça ne me choque pas à partir du moment où il y a la mousson, à partir du moment où les températures et surtout l'humidité est extrême. J'ai fait des costumes en rayures tennis et en gabardine où le pantalon était un Bermuda. Donc pas short, c'est vraiment Bermuda. Excuse-moi, je veux dire Bermuda au Bermuda sens, avec un gros revers, pli. Donc ça ne te choque pas? Ça me choque pas sous certaines latitudes, ça ne me choque absolument pas. Qu'est-ce qu'on fait avec les chaussettes?
À mi-bas, toujours, au-dessus du genou. Pas de chaussettes courtes et chaussures. Si le costume Bermuda est habillé, chaussures noires ou marron foncé, il faut pas. On met pas des bucks avec ça. J'ai compris. C'est pas parce que c'est un short qu'il faut être casual. J'ai compris. Voilà. J'ai compris. Ok, bon, mesdames, messieurs, donc nous sommes dans l'évangile de l'étiquette selon Saint Guyot et dans l'évangile de l'étiquette selon Marc Guyot, on peut porter un Bermuda avec une veste de costume assortie. Alors, sneakers avec des costumes? Non. D'accord, c'est clair. Alors, j'avais la question suivante, c'était autour du costume noir, mais tu m'as dit que le costume noir n'existait pas. Donc c'est un non-sujet. Il n'y a pas de sujet. Il n'existe pas. Alors moi, je le répète, je me suis acheté en 27e costume un costume noir, parce qu'il y a une seule occasion, malheureusement, dans laquelle il est de bon ton d'avoir un costume noir, ce sont des funérailles. Donc, vous savez, c'est le genre de costume qu'on achète en espérant le porter le moins possible. C'est ça. Voilà. Mais en dehors de ça, alors c'est vrai qu'à New York, il y a tout un tas de gens qui aiment bien porter avec une chemise blanche ouverte, le costume noir. Bon, j'ai essayé. C'est pas si mal que ça, mais j'avoue quand même que... Rien ne vaut un tuxedo pour le soir. Exactement. On est totalement d'accord. Alors, j'allais te dire, pas de lunettes de soleil à l'intérieur. Mais ben ça, c'est pareil. Ça va de soi. Je pense que c'est le bon sens. Voilà. Alors, ensuite... Ah oui. Pas de revers sur un smoking. Jamais. Jamais. On parle de pantalon, c'est-à-dire le pantalon de smoking, jamais un revers. Qui est galonné, qui est un simple galon en satin de soie. Oui. Puisque quand il y a un double galon en satin de soie, c'est pour un white tie. D'accord. Donc simple galon en satin de soie. Donc à partir de là, déjà avec un revers, ce serait une horreur. Oui. Le résultat serait horrible, mais ça ne se fait pas du tout. Hein. Le revers, il faut savoir que le revers, c'est sport. Oui. C'est pour des pantalons sport. On est bien d'accord. Et là, il faut un ourlet simple. Oui. Ou la coquetterie d'avoir la petite fente sur le côté. Exactement, que moi j'adore particulièrement. Qui était un rappel, la fente des pantalons à sous-tache, qui avait la bride qui passait sous le talon de la chaussure à l'époque où les types étaient corsetés, il y avait des pantalons qui étaient des fuseaux en fait. Et moi j'aime bien faire ça. J'avais un projet que j'ai fait d'ailleurs où j'ai un pantalon en cavalry twill, où j'ai fait faire donc cette petite sangle en tout qui passe, qui fait que le tombé est absolument il est militaire. C'est net. Voilà. C'est extrêmement net. Donc de la même manière, évidemment, pas de poche et pas de fente sur un smoking. Pas de poche, pas de poche sur le pantalon. Oui. Et poche passe-poilée, sans revers, sans rabat sur la veste. Oui. Pas de fente évidemment. On est d'accord. Pas de fente à l'arrière. Pas de fente à l'arrière. Extrêmement important. Alors ça, c'est quelque chose que peu de gens savent et que d'ailleurs beaucoup de gens pensent suivre la règle malheureusement en la suivant pas. C'est pas de col cassé avec un smoking. Jamais. D'accord, alors explique-nous. Le tuxedo, c'est inspiré des smoking jackets anglaises qui étaient croisées, qui étaient une veste de boudoir pour les fumer. Oui. Et qu'on laissait à l'extérieur, parce qu'elle sentait le tabac, elle sentait le cigare froid. Donc c'était la veste qui servait à ça. Donc ça a été inspiré de ça. C'est une invention américaine, le tuxedo. Oui. Les Anglais portaient le frac. Et pour aller fumer, ils avaient le smoking jacket. Donc c'est une interprétation de la smoking jacket britannique qui est devenue le tuxedo. Oui. Ça a toujours été avec des cols droits. Oui. Droit ou un peu ouvert, mais un col entier. Oui. Surtout pas un col cassé. D'accord. Le col cassé, ça n'est que pour le white tie. D'accord. Donc le frac. Pour le frac. Donc... Même le morning coat, qui est donc la jaquette, qui ne doit pas se porter après 18h. Et qui est donc l'habit formel de jour. De jour, voilà. Morning coat, jusqu'à 18h. Oui. Et ça, c'est porté qu'un col droit, jamais qu'un col cassé. Jamais un col cassé. Le col cassé, et c'est uniquement pour l'habit. White tie. Pour l'habit. Uniquement pour l'habit. Exactement. Alors vous voyez, ça c'est une... Comme quoi, il y a des choses qui sont passées entre les mailles du filet, parce que je vois tellement de gens porter un col cassé avec un smoking, et c'est pas très très heureux. Alors, s'il y a, avec Marc, quand on discutait un tout petit peu de cette émission avant de la faire, avant de la présenter devant vous, il nous disait que s'il y a bien un sujet sur lequel il fallait pas trop négocier au niveau des règles, c'était tout ce qui était étiquette pour les black tie. Tout ce qui est formal wear, tout ce qui est vêtements formels, c'est tellement codifié que c'est pas la peine de vouloir faire le malin et d'essayer d'y trouver de l'originalité. Oui. Puisque au départ, ça a été codifié comme ça par galanterie pour que la femme puisse briller vestimentairement parlant. Exactement. Donc l'homme doit être le plus sobre possible, d'où le respect des codes sur le tuxedo. Le tuxedo n'a fait que suivre cette forme de règles, de galanterie. Du white tie. Exactement. Donc après, ce qui fera la différence entre les différents hommes qui sont dans un black tie ou dans un white tie, mais c'est beaucoup plus rare les white tie, ça va être la qualité, la coupe
la qualité des matières, la qualité de la chemise, le nœud, la façon dont le nœud a été noué. Évidemment pas un nœud tout noué, il faut savoir nouer son nœud. Voilà, c'est ça qui fera la différence. Donc le challenge est encore plus élevé, puisqu'on part tous. On est tous habillés entre guillemets pareil. On a tous les mêmes ingrédients. Exactement. Et pourtant, il y a quelqu'un qui fera la différence. Ça s'appelle la grâce. Exactement. Et c'est ce qu'on devrait tous rechercher, la grâce. Parce qu'après tout, le reste n'est pas très très important. Merci pour ce petit crash course d'habits semi-formels et formels. Alors, les petits cols de chemise tout rikiki qu'on voit maintenant partout à la télévision, oui ou non? Autant avoir un col officier. D'accord. Plutôt qu'un col horrible qui fait 2 cm, ça ne sert à rien. Autant le couper. Qu'on appelle mandarin ou Mao. Officier, Mao, Nehru, on l'appelle comme on veut. Mais c'est presque plus élégant l'été, en l'occurrence même fermé, quand il fait chaud, une chemise en lin, un col officier. Je préfère ça qu'un col rikiki de 2 cm. Enfin, moi, je comprends pas. Et impossible de porter une cravate digne de ce nom avec des cols pareils. Bah non, et souvent la cravate est plus grosse que le col. Et évidemment, les pointes du col ne vont jamais sous les revers. Elles sont comme ça. Eh bien, nous sommes d'accord sur le sujet, et Dieu sait si c'est une maladie extrêmement répandue de nos jours. Alors, pas de cravate en dessous de 8 cm. Oui, je pense que ça devient louche. En dessous de 7,5-8, ça devient louche. Ouais. Ça devient vraiment tout petit. Ça fait un peu nœud de bolo, là, nœud de shérif. Ouais. Donc 8 cm et maximum d'après toi? 9, 9,5, 9,5. 9,5. Au-delà, c'est caricatural. Et là, ça fait plus série américaine des années 70. D'accord. Un commissaire célèbre dans Starsky Hutch. Oui. La cravate portée au jour le jour par Marc Guyot fait quoi? 8,5? 8,5? 9, 9,5 moi. 9, je porte pas en dessous de 9. D'accord. Okay. Moi, le plus petit que je porte, c'est 8, 8,5, mais je porte beaucoup de 9 aussi, parce que je trouve que tant qu'à porter une cravate, autant qu'elle soit... Voilà, qu'elle soit équilibrée. Exactement. Au niveau du nœud, four in hands, moi je fais plutôt le Old Bertie, tu sais. Alors le Old Bertie, c'est le plus beau. Oui. C'est le seul que je fais pour moi. Oui. Pour mes vitrines, parce que quand même, il agresse un peu les cravates. Donc quand ce sont les miennes que je porte, ça veut dire qu'il les tord un peu. Je fais du Old Bertie, c'est pas un problème, parce que je le défais le soir, bien évidemment. Oui. Je le défais le plus vite possible. Pour mes vitrines, pour l'expo, je fais du four in hand. D'accord. Moins serré, qui a à peu près le même galbe, mais qui est moins dense, donc qui abîme moins la cravate. Alors je suis désolé pour alors là, on est obligé de parler. C'est marrant parce qu'il y a des secteurs dans notre métier où on est obligé d'aller vers de l'anglicisme. Bon, parce que four in hand, on dit c'est le nœud simple. C'est le nœud simple. Voilà. Et le Old Bertie, il n'y a pas vraiment. C'est un genre de demi-Windsor. C'est pas un demi-Windsor parce qu'il est asymétrique justement. Oui, alors le Windsor, demi-Windsor, double Windsor, ce sont des nœuds symétriques que je réserve aux membres de l'armée. Oui. Je crois que c'est les seuls qui pourraient porter ce nœud-là sans choquer, parce qu'il est assez efficace, mais il n'a aucune personnalité. Il est rigide. Il est rigide, il est épais. On est d'accord là-dessus. Et le Old Bertie, oui, il n'a pas de nom, parce que c'est le nom de Albert. Exactement. C'est le nom de quelqu'un, tout simplement. Et donc, c'est de la famille royale anglaise, hein, évidemment. Mais moi, je porte aussi le Old Bertie quasiment constamment. Il m'arrive de faire du four in hands aussi. Tout dépend de la longueur des cravates aussi, parce que le Old Bertie consomme un peu. Une cravate très épaisse, un Old Bertie, ça va être un enfer, un cosmar. Ouais, je suis d'accord. Donc le Old Bertie, on aime tous cette asymétrie. C'est joli, oui. Ouais, c'est assez joli. La cravate se porte à quelle longueur? Elle ne doit jamais, elle doit frôler le pantalon, c'est-à-dire le début de la ceinture si on est en ceinture, ou la ceinture du pantalon. Elle doit venir l'effleurer, mais jamais dépasser. Qu'est-ce que tu penses de cette mode que moi je suis d'ailleurs, je l'avoue, d'avoir le petit pan qui dépasse légèrement le grand pan? Ça va dépendre surtout du fabricant de cravate et de la longueur définitive de sa cravate par rapport aux nœuds qu'on a employés. Alors après, on peut faire des nœuds qui consomment moins de tissu et qui laissent un pan plus long, comme le four in hand. Ça ne me choque pas. Je vois pas mal de gens le faire, mais avec des cravates trop longues, ce qui me dérange beaucoup plus. Ce qui fait que le petit pan arrive un petit peu au niveau des bijoux de famille, et là c'est un peu trop. On est bien d'accord sur le sujet. Moi, je déteste pas. L'idéal étant, d'ailleurs, Michael Drake, qui était quand même un grand cravatier devant l'éternel, sans doute l'un des plus grand d'ailleurs, qui a vendu. Qui était associé à Charles Hill à l'époque. Oui. Et la cravate que je portais à poids pour la référence de l'émission d'hier est une Charles Hill de 1990. D'accord. C'est à l'époque où ils ont splitté à peu près dans les années 80. Et Michael Drake disait, l'idéal c'est quand le petit pan et le grand pan sont de la même longueur. Lui, c'était son... Ça, c'est l'idéal. Et donc la cravate
pour Michael Drake, devait faire entre 1m40 et 1m42. C'est ça? Ah oui, d'accord. Et aujourd'hui, on a plutôt tendance à faire des cravates plus courtes ou plus longues? Plus longues. Plus longues? Oui, en général, les cravates sont plus longues. Donc on et une cravate à 1,48, à 1,50, ça commence à devenir problématique parce que si on porte des pantalons taille haute avec des cravates assez courtes, pour avoir un beau nœud, une belle densité, on a un pan qui est très long. D'accord. Et moi, ça fait 30 ans que j'ai résolu le problème en retournant le grand pan à l'intérieur et en mettant une pince invisible, évidemment. Ah oui. Pour tenir le pan. Parce qu'il y a toujours des cravates ont toujours été trop longues pour les pantalons taille haute. D'accord. Alors, pas de chemise à col boutonné avec une veste croisée. Oui. Alors, explique-nous ça. Ah, je n'ai jamais pu. C'est totalement contradictoire pour moi. D'accord. Le double-breasted, le croisé, vient des uniformes militaires. Oui. Puisque le blazer, c'est la reine Victoria qui venait passer les troupes en revue sur le HMS Blazer. Et donc d'où le mot blazer, ça vient de là. Et l'amiral s'est dit, bon, là, il faut qu'il soit très beau. Et la reine Victoria qui arrive, c'était pas une drôle, la reine Victoria. Ah bon? Oui, c'était pas une rigolote. Et donc, il a fait poser des boutons dorés, un peu plus clinquants, sur tous les uniformes, qui étaient des uniformes croisés, un peu plus habillés qu'un caban, mais un peu boutonné un peu plus très haut boutonné, que le blazer, que le Windsor, ensuite, qui a descendu légèrement le boutonnage. Donc, la veste croisée, c'est quasiment une invention britannique. Or, le col boutonné est une invention américaine. Déjà, pour moi, il y a deux choses différentes. C'est que le croisé est quand même relativement formel, relativement habillé. Et une chemise col boutonné est une chemise sport. Oui, par définition. Donc, les deux, instinctivement, n'ont jamais fonctionné pour moi. J'ai jamais pu le faire. Et j'aime beaucoup les vestes croisées, mais jamais qu'un col boutonné. D'accord. C'est étonnant, j'y avais jamais pensé. Bon, moi, je porte pas de col boutonné, ou très très rarement, mais c'est j'avais jamais pensé à ça. Donc, pas de col boutonné, donc de button-down collar, comme on dit, avec une veste croisée, selon Marc Guyot. Pas de cravate avec un col boutonné. Si, bien sûr. Tu peux. Il faut que le col boutonné soit très beau. Oui. C'est-à-dire très bien patronné. C'est-à-dire très souple. Avec un bel empattement, un beau galbe. Pas de triplure à l'intérieur. Vraiment un col libre. D'accord. Col très long, des pointes très fines. Petits boutons, nacre. Et là, on peut mettre une cravate en tweed, une cravate en lin ou une cravate en tricot. D'accord. Pas de cravate en soie tissée, jacquard, des choses très habillées ou des satins duchesse avec un col boutonné. Un peu. Là aussi, il y a une antinomie entre le côté sport de la chemise et le côté hyper formel de la cravate. Donc, plutôt de la cravate sport, mais on a une palette de cravates disponibles qui est incroyable. Donc, bien sûr. Et de matière d'ailleurs. Et de matière incroyable maintenant. C'est extraordinaire d'ailleurs. C'est un monde. Alors, on nous annonce la mort de la cravate. C'est vrai que ça se vend peut-être de moins en moins, mais en tout cas, le niveau de qualité est en train de monter. Parce que moi, j'ai vu des matières, notamment chez Petronius à Milan, chez Calabrese, bien sûr, à Naples, mais un petit peu partout dans le monde, des matières extraordinaires. J'ai vu des cravates en cachemire qui étaient sublimes. Nous sommes bien d'accord. Donc, moins de cravates, mais de bien meilleure qualité. Parce qu'en fait, les gens qui portent les cravates, ceux qui... C'est pas de la résistance, faut pas penser ça comme de la résistance, on n'est pas en train de défendre quelque chose. Non. Les gens qui portent la cravate, qu'on voit porter la cravate, la portent par plaisir. Oui, et pas par obligation. Donc ce sont ceux qui ne se sont jamais arrêtés de la porter parce qu'ils la portent par plaisir. Exactement. Donc forcément, ils vont pas acheter des cravates minables, ils achètent des cravates de collectionneurs. Exactement. Donc la production est en train de changer. Pour revenir sur une niche, en fait. Exactement. Et avec un niveau, pour le produit, un niveau de qualité. C'est dommage pour le nombre de fabricants qui avant faisaient de la masse, mais les bons, eux, vont rester. Et les bons restent, parce que les bons restent, ils s'en sortent. Alors, bien ils sûr. en vendent beaucoup moins, mais ils font un produit de meilleure qualité qu'ils vendent plus cher à des collectionneurs comme nous et des gens qui... ce qui est très bien. J'adore les cravates. La cravate, c'est presque un bijou, c'est de l'apparat, c'est un des bijoux acceptables de l'homme. Exactement. On en parlera d'ailleurs des bijoux acceptables juste à la fin de cette émission. Alors, on continue sur la petite liste. Pas de chaussures noires avec un pantalon sport. Ah oui, bien sûr, oui. Chaussures noires, déjà pas de mocassin noir, parce que moi, le mocassin noir, pour moi, n'existe pas. D'accord. Le mocassin, je ne parle pas du loafer. Bonjour. Parce que si on doit faire la distinction entre un loafer et un mocassin, en gros, les deux sont des mocassins. Oui. Ou les mocassins est un loafer, mais ce qu'on appelle les loafers, ce que les Anglais appellent les loafers, c'est une chaussure sans lacet, mocassin, mais sur des bouts
qui ressemble à un bout de chaussure, de soulier, de chaussure à lacets. Donc non souple, dur. Donc le Tassel Loafer d'Alden, pour prendre un exemple, le modèle à pompons, c'est un loafer, c'est pas un mocassin. D'accord. Donc lui, il peut se porter et noir sans aucun souci. Ça ne me pose pas de problème. D'accord. Le mocassin, si on doit les citer, le 180 de Weston, est un mocassin à plateau. D'accord. Mocassin à plateau, c'est-à-dire qu'on a une forme à plateau qui est abrupte. C'est un penny loafer en plus, avec la petite bride. Alors, on l'appelle le penny loafer, alors qu'on devrait presque l'appeler le penny mocassin, parce que le terme existe dans les deux langues. Exactement. Mais voilà, donc là, c'est de la sémantique, ça devient compliqué. Par contre, ça, c'est un mocassin. Comme un Wigeon Bass, c'est un mocassin. Et ça n'existe pas en noir. Ça n'existe pas en noir. Ça n'a pas de vocation, c'est un mocassin sport. Donc, bien sûr. Donc ma question, c'est quand même, avec un pantalon sport, pas de chaussures noires. Pas de chaussures noires, velours marron, cuir bordeaux. Il y a énormément de couleurs qu'on peut mettre, mais pas du noir. Ouais, c'est vrai que c'est... Un velours vert, un velours côtelé vert, kaki, avec un mocassin noir, c'est l'horreur absolue pour moi. Comme disait mon papa, c'est pas très heureux, il disait, quand c'est pas très très joli. Ok, très bien, alors continuons. Chaussures fines, pantalon à plis. Alors là, c'est vraiment, ça c'est instinctif et ça me choque pas forcément sur les autres parce que j'ai arrêté de regarder un peu ce qui se passait. Ça fait longtemps. Mais par contre, moi, instinctivement, je ne peux pas mettre. Et j'ai beaucoup de chaussures fines, parce qu'on peut imaginer que je viens de la mesure en chaussures, donc j'en ai une collection incroyable. J'ai toujours mis ces chaussures avec des pantalons à plis. Quand je dis à plis, c'est pas forcément à pince. Oui, c'est pas de pince. Ça peut être avec un pli de repassage, un pli central, qui est donc un pantalon plus habillé, plus formel. Alors, gabardine, ça peut même être un lin, gabardine, flanelle. Je comprends bien ce que tu veux dire. Donc c'est toute chaussure un peu sophistiqué, un beau Richelieu, un passeport, une chaussure habillée, toujours et un pli sur le pantalon. Oui, parce qu'en fait, je vois énormément, alors avec Instagram, maintenant, on est ouvert sur des gens qui se prennent en photo en permanence, et je vois des gens qui ont de très beaux souliers, qui ont fait sur mesure, dans des belles maisons, qui mettent ça avec des chinos, avec des jeans. Je trouve que ça passe pas. Avec un jean, un chino ou un velours côtelé un peu sport, il faut une chaussure un peu lourde, il faut une chaussure un peu ronde, avec des semelles gomme, avec des pieds tournants. Il y a plein de chaussures qui vont avec ça. Je trouve ça dommage de mettre une chaussure très habillée, avec des lisses très rondes, avec des cambrures très galbées, qui par ailleurs sont très belles, mais je trouve ça dommage de mettre ça avec des pantalons très sport. Compris. C'est un très bon conseil, moi je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Et le pli de repassage du pantalon avec une chaussure fine, ça apporte quelque chose. Après, les pinces, c'est un autre sujet qu'on n'a pas abordé, c'est complètement différent. Parfait. Alors, on va aller maintenant... Alors ça, c'est quelque chose dont tu m'as parlé hier et j'adore. En fait, j'y avais pas vraiment pensé. Alors, instinctivement, je pense que je le faisais aussi. Tu me dis, pas de pantalon léger, plus léger que la veste. Ah oui. J'ai jamais pu ça. Documente ça, explique-nous un petit peu. Depuis que j'ai 17-18 ans, pour moi, c'est intolérable. Surtout, je suis un amoureux du tweed. Oui. Donc, je n'ai jamais pu porter des vestes en tweed de 600 grammes le mètre, une vraie Saxonie, avec le 16 onces ou le 18 onces, avec un pantalon en gabardine de laine, toute fine. Il y a toujours eu un problème pour moi. Donc, c'est tout de suite la flanelle. Ou le moleskin, qui est un coton gratté un peu lourd, ou un velours côtelé. Mais il faut que le pantalon soit en poids, en aspect au niveau du poids de la veste. Jamais plus léger. Jamais plus léger. À l'inverse, des pantalons un peu lourds, type une grosse flanelle, avec une veste un peu plus légère, une Super 100, Super 120, ne me choque pas. D'accord. Un AT, donc tu veux dire le pantalon peut être plus lourd que la veste. Mais jamais l'inverse. Jamais l'inverse. C'est marrant. Voilà. Alors, instinctivement, quand j'y pense, je suis assez d'accord avec toi. J'arrive pas à te contredire là, sur ce sujet-là, parce que je pense que tu as raison. Mais dans la continuité de tout ça, un pantalon en gabardine de laine légère, avec une veste en lin, ne me choque pas. D'accord. Un pantalon en lin avec une veste en gabardine de laine, ça me choque terriblement. D'accord. On ne peut pas avoir un pantalon qui froisse avec une veste impeccable. Ouais, j'ai compris. Alors que l'inverse peut fonctionner. Donc tout ça est compliqué. Très intéressant. J'adore. Donc pour résumer cette petite partie, j'adore parce que je trouve ça vraiment, là on va vraiment dans un niveau de détail, mais en fait on se rend compte que c'est du bon sens et de esthétique, tout simplement. Bon sens, C'est donc pas jamais essayer d'éviter que votre pantalon soit plus léger que votre veste, ce qui me semble tout à fait cohérent. Ceinture. Des avis sur les ceintures. Alors, pas de ceinture avec bretelles, évidemment. Non, parce que j'ai vu ça. Ceinture et bretelles, oui. C'est arrivé, j'ai vu ça. C'est très compliqué, ça. Voilà. Qu'est-ce que tu portes, toi, préféréablement ? Les deux ? Les deux, mon capitaine. D'accord. Alors, j'ai toujours eu du mal à porter une cravate sans bretelles. D'accord. Il m'arrive de le faire, mais je ne suis pas à l'aise avec un pantalon, avec en fait
si on tombe la veste avec un corps, avec juste une cravate. D'accord. J'aime avoir ce côté rappel, souvent de couleur, des deux côtés de la cravate. Donc j'adore les bretelles parce qu'en fait, j'adore porter les cravates sur des pantalons taille haute. D'accord. Donc bretelles, parce que ça ne tient pas en ceinture. Ben non. A contrario, quand je suis souvent très sport, avec des chinos, avec des jeans, selvedge, des choses comme ça, c'est ceinture, bien évidemment. D'accord. Et dans ces cas-là, la ceinture, j'aime bien, au minimum, qu'elle soit à peu près dans les tons de la chaussure. D'accord. Tu veux dire pas matcher forcément je suis pas pour le match absolu. Non, Par contre, si j'ai une chaussure en veau velours bleu marine, j'aurai une ceinture bleu marine. D'accord. Je vais pas mettre une ceinture marron. D'accord. Si j'ai une chaussure blanche, moi j'ai des ceintures blanches, j'en fabrique, donc forcément j'ai à peu près toutes les couleurs. Ouais. Et en plus je les teins. Donc je peux aller plus loin. Mais je veux dire, si on n'a que 3-4 ceintures, il faut pas mettre une chaussure marron avec une ceinture noire et inversement. Évidemment, ça on est bien d'accord là-dessus. Voilà. On est bien d'accord. Donc, après, si j'ai une chaussure cognac et que j'ai une ceinture marron foncé, c'est pas très grave. D'accord. Ça reste dans les mêmes tonalités. Compris. Moi, personnellement, je porte pas de ceinture. Moi, c'est vraiment subjectif. Je trouve vraiment que ça coupe un peu la silhouette. Je préfère les bretelles et je préfère les pattes de serrage. Voilà. Mais après, c'est vraiment une question totalement personnelle. Quelque chose qui me passe par la tête. Alors évidemment, je pense qu'on va être tous d'accord. On coordonne jamais avec exactement le même tissu la cravate et la pochette. Jamais. Jamais de chez jamais. Dans les années 80, les gars vendaient, les mauvais, vendaient le kit complet. Ça se fait encore. J'en ai vu aux États-Unis qui vendaient encore la pochette assortie à la cravate. Bon, là, je pense que ceux-là ne regarderont pas ton émission. Non. Mais non, voilà, ça, surtout jamais. C'est non négociable. C'est non négociable. C'est peut-être l'une des choses les moins négociables. Moi, j'aime pas les pochettes en soie, en plus. Ouais. Hein, en plus, j'aime pas ça. Coton ou ça me fait penser, j'étais traumatisé par Drucker quand j'étais gosse. C'est les émissions du dimanche où il avait une chemise rose pâle, une cravate bordeaux et une pochette bordeaux. Ça m'a traumatisé. Et donc moi, c'est que pour moi, une pochette, c'est un mouchoir en fait. Oui. Plié droit ou plié 3 plis ou plié 5 plis, en épi comme on veut. On s'en fout, mais c'est coton. C'est coton ou métis, coton lin ou 100% lin. Ouais. Il y en a des très très beaux. Il y en a même les Italiens les font un motif en plus. Les Italiens le font, ils les impriment un motif. On peut avoir des Macclesfield, des Paisley. Ouais. Donc pas de soie évanescente comme ça dans une pochette. On porte avec Sonia quasiment pas de pochette en soie et je crois que j'en avais une hier parce que j'aimais bien le motif. Mais très très peu. Moi aussi, coton lin, Simone Godard qu'on aime bien tous, évidemment. Ah oui, bonjour à Benjamin. Voilà, bonjour Benjamin. Et on est bien d'accord sur le sujet. Gilet, possible à porter sans veste, oui ou non? Oui, oui, ça peut, sans problème. Un gilet un peu sport, un beau gilet en lin avec une chemise col ouvert, avec un foulard. Alors ça, c'est le col ouvert de la chemise sur un gilet, par exemple. Ça ne me choquait pas. Jusqu'à un certain âge. Je trouve qu'à un moment donné, un homme doit couvrir son cou. D'accord. Naturellement, je veux dire, instinctivement, je pense ça. Donc, mais le gilet seul avec une chemise, avec ou sans foulard, moi, ça ne me choque pas. Dès l'instant où il reste à peu près boutonné. Oui. Parce qu'on n'est pas au Far West, on n'a pas les gilets en cuir qui restent ouverts. Hein, c'est pas... On est bien d'accord. Alors, dernier petit sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est tout ce qui concerne les bijoux de cravate ou de revers. Tu sais, toutes ces tie-pin, tie-bar, pince à cravate. Moi, j'en mets un petit peu, j'aime bien. Je sais qu'on se connaît depuis 14-15 ans, donc je sais qu'au début, tu en mettais énormément et qu'on était déjà en désaccord sur le sujet. Étant, moi, monolithique, je n'ai pas changé. Aucun bijou. D'accord. Aucun bijou. Les seuls bijoux acceptables pour l'homme, selon moi, ce sont les boutons de manchette. Oui. Je n'en porte pas, j'aime pas ça, mais un beau bouton de manchette, je trouve que ça a un peu d'allure. Oui. Une chevalière, dès l'instant où on a une armoirie, qu'on a le droit de la porter, ça, bien évidemment. Oui. L'alliance quand on est marié. Oui. Et après, c'est la montre. D'accord. Et ça peut être une très belle montre à gousset, portée dans la pochette ou portée dans la poche du gilet. Ça, c'est un joli bijou parce qu'il y a la chaîne du coup qui devient le bijou. Bien sûr. Donc ça pour moi, c'est très chic. D'accord. Alors moi, tu sais que je déteste pas les bijoux de revers, les bijoux de cravate. Alors j'en mets moins.
Je me suis un peu calmé sur le sujet, surtout que maintenant, j'essaye de pas en faire trop. C'est-à-dire quand je mets il m'est arrivé, moi, de mettre des pinces à cravate et des trucs sur le revers, etc. etc. J'ai appris quelque chose avec Sonia très récemment. Il y a un sujet qui est en train d'intéresser les gens. D'ailleurs, mon ami James Sherwood a fait un livre qui s'appelle Jewelry for Gentlemen, et qui est un beau livre, hein, d'ailleurs, très très beau livre. Et là, on va vraiment chez des joailliers qui font des choses énormément. Il y a tout le domaine des broches qui est en train de revenir. Il y a des gens qui aiment bien mettre des broches sur le revers. Alors moi, je suis pas très client de ça. Je trouve que c'est plus féminin que masculin, selon moi. Mais j'ai appris quelque chose, et d'ailleurs, on va finir là-dessus. Je vais t'apprendre quelque chose. C'est que en Angleterre, quand tu portes une broche et que tu es un homme, ça arrive, on te porte une très belle broche. Tu n'as le droit de le porter que sur le revers droit, donc ton revers droit, si tu n'es pas noble. D'accord. Si tu es noble, tu as le droit de le porter à gauche, parce que généralement, c'est les armoiries de ta famille, ou c'est l'emblème de ta famille. Mais donc, pour eux, c'est un code. C'est-à-dire, si une broche est portée côté gauche, ça veut dire que tu fais partie de la haute société, côté droit. Sauf qu'on considère qu'après 70 ans, tu as le droit de la bouger du côté droit vers le côté gauche, parce que tu as gagné tes galons. Dans la vie, tu n'es plus un gamin. Bon. Voilà. La vie, je voulais finir sur cette petite anecdote, parce que, les Anglais ont des choses très codifiées, et pour cause, il y a une famille royale, il y a des traditions, et moi, franchement, je fais partie de ceux qui aiment bien ça. Je trouve ça plutôt, dans un monde où tout devient complètement relâché, je trouve qu'avoir un certain cadre comme ça de conventions, qui ont à voir aussi peut-être avec la politesse, aussi, tout simplement, et puis avec l'éducation, tout simplement. Moi, ça ne me choque pas, je trouve ça plutôt bien. Et après, donc, vous voyez, même avec Marc, on se connaît bien depuis presque une quinzaine d'années, on n'est pas d'accord sur tout, mais gardez en tête que quand même tout ça, ça reste éminemment subjectif. Alors évidemment, il y a des trucs qui ne sont pas négociables, hein, on vient d'en parler, mais enfin tout ça reste quand même subjectif, et je trouve qu'il faut toujours garder en tête que l'élégance, le vestiaire masculin, ça doit avant tout rester un plaisir. Il faut se faire plaisir. Et moi, après tout, si quelqu'un aime mélanger, j'allais dire les torchons et les serviettes, non, les carreaux et les rayures, si ça lui fait plaisir, si moi, ça me... Voilà, et si parfois c'est très occupé devant et ça s'entrechoque et on est obligé de regarder avec des lunettes de soleil, si lui ça lui fait plaisir, après tout. Ça ne le concerne que lui en fait. On est bien d'accord sur ça. Merci Marc de ton éclairage et d'avoir bien fait livré à ce petit exercice rigolo. Et je vous donne rendez-vous, mesdames, messieurs, pour un nouvel épisode de nos discussions sartoriales. À très bientôt, mes amis. À bientôt. Au revoir.